On va appeler maintenant Marie-Geoffrey Roustide. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse à l'INSERM. Vous êtes actuellement chargée de l'évaluation de la salle de consommation à Paris, qui est donc une des illustrations de la politique de réduction des risques. Et vous allez nous parler de sa mise en place, de son fonctionnement. Donc, bonsoir Madame la Présidente. Donc oui, moi je vais vous parler donc, de mon expérience de chercheur. Donc avant de vous parler des salles de consommation, je voulais revenir brièvement sur les politiques de réduction des risques. Donc en fait, moi j'ai commencé à travailler sur les drogues il y a 25 ans, en France, à Paris en particulier, à un moment où les politiques de réduction des risques ont été mises en place. Et donc ce qui est important de rappeler, c'est que la France a eu pendant des années, en raison de la loi du 31 décembre 1970, une vision morale de l'usage de drogue et donc une réponse répressive, comme cela a été évoqué à plusieurs reprises. Et donc cela a eu comme conséquence en fait une catastrophe sanitaire avec des dizaines de milliers de morts d'usagers de drogue qui sont morts du VIH et qui aujourd'hui meurent de l'hépatite C. Et donc certains pays, comme les Pays-Bas par exemple, la Suisse ou l'Allemagne, ont mis en place des politiques de réduction des risques beaucoup plus pragmatiques que la France et beaucoup plus tôt que la France, et ce qui leur a permis d'avoir des résultats très satisfaisants concernant l'épidémie de VIH et d'hépatite C. Alors la France, malheureusement, a mis beaucoup de retard à mettre en place ces politiques. La mise en vente libre des seringues ne s'est mise en place qu'en 1986. Donc il faut savoir qu'avant la mise en vente libre des seringues, les usagers de drogue étaient amenés à partager leur matériel de consommation parce que la vente de seringues leur a été interdite. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont été contaminés par le VIH ou par l'hépatite C. Alors que la France donc, était encore à réfléchir à la mise en place des seringues en pharmacie, d'autres pays comme la Suisse, dès 1986, ont mis en place des salles d'injection. Alors, à quoi servent ces salles d'injection ? Elles servent tout d'abord à limiter l'injection dans l'espace public. Donc, un certain nombre d'usagers vivent dans des conditions de précarité extrêmement importantes et sont amenés à consommer dans la rue et parfois à réaliser leurs injections dans la rue. Et ces injections qui sont réalisées dans la rue sont délétères à la fois pour l'usager en termes sanitaires, parce que ça les amène à réaliser l'injection de manière rapide et ils ne peuvent pas mettre en place donc, des pratiques de réduction des risques satisfaisantes qui leur permettent de se protéger. Et puis, ça les amène également à injecter à la vue de tous et donc à être réduits, à avoir un regard désapprobateur également vis-à-vis de leur conduite. Alors, ces injections dans l'espace public, elles sont également délétères pour les riverains, pour les personnes qui vivent dans les quartiers où ces injections peuvent être réalisées dans la rue. Et donc, pour répondre à ces injections qui sont réalisées dans la rue et également pour répondre à cette épidémie de VIH et d'hépatite C à laquelle est confrontée la France dans le domaine de l'usage de drogue, ces salles ont été mises en place. Mais il faut rappeler que ces salles en France ont été mises en place 30 ans après la Suisse et qu'elles ont été mises en place également dans un contexte un peu particulier qui est un contexte donc de prohibition et un contexte donc d'interdit de l'usage de drogue, ce qui ne permet pas de les mettre en place aussi facilement que dans d'autres pays et dans un contexte aussi apaisé que cela a pu être dans d'autres pays européens. Donc aujourd'hui, en France, 2 salles d'injection ont été mises en place, l'une à Paris dans le quartier de la Gare du Nord et une autre à Strasbourg. Et donc, le problème auquel on est confronté actuellement vis-à-vis de ces salles, c'est qu'une seule salle a pu être mise en place, alors que dans d'autres pays, comme le Canada, qui vient également de mettre en place, la partie française du Canada, donc qui vient de mettre en place des salles à Montréal, 4 salles ont été mises en place dans une ville qui compte moins d'habitants que Paris. Donc, au niveau international, les résultats des évaluations qui ont été menées pour évaluer donc les salles d'injection montrent que ces salles ont des effets extrêmement bénéfiques pour la santé des usagers de drogue. Elles permettent de limiter le nombre d'overdoses. Elles permettent également de limiter la transmission du VIH et de l'hépatite C en réduisant le partage des seringues. Et elles permettent également de réduire les injections dans l'espace public.
En France, pour le moment, l'évaluation est en cours, donc les résultats ne sont pas encore disponibles. Mais ce qu'on peut observer concernant l'environnement social dans lequel ces salles ont été installées, c'est le fait que pour le moment, une salle ne suffit pas, puisqu'il aurait fallu pouvoir mettre en place plusieurs salles à Paris, puisqu'il y a plusieurs scènes ouvertes à Paris, plusieurs endroits où les usagers sont amenés à injecter dans l'espace public. Et donc, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de riverains se plaignent justement du fait que cette salle ait été mise en place dans leur quartier, et ils attendent de voir des résultats positifs également pour leur environnement de vie. Alors, ce qui a pu être observé à l'étranger, c'est que dans les villes dans lesquelles les salles ont été implantées, l'environnement de vie des riverains s'est amélioré. Parce que quand on choisit un endroit où implanter une salle, c'est généralement parce que les problèmes préexistent préalablement. Et donc, c'est la raison pour laquelle le quartier de la Gare du Nord a été choisi pour implanter cette salle, parce qu'il y avait des scènes ouvertes à la Gare du Nord, donc des usagers qui injectaient dans l'espace public, et également une présence de vente de drogue qui était présente. Et donc, c'était une scène dans laquelle, au sein de laquelle les usagers consommaient. Mais pour le moment, même si de très nombreuses injections, environ 200 usagers fréquentent la salle par jour, donc de très nombreuses injections sont réalisées dans le cadre de la salle, donc c'est autant d'injections qui ne sont pas réalisées à l'extérieur, il reste quelques usagers réticents, souvent cumulant des facteurs de précarité sociale importants et également des troubles psychiatriques, qui peuvent être amenés à ne pas vouloir aller dans la salle et à continuer à injecter dans l'espace public. Donc il est maintenant temps également de pouvoir accompagner cette politique de réduction des risques d'une prise en charge plus globale, en particulier du point de vue social, pour insérer donc ces usagers de drogue, en particulier leur trouver un logement pour qu'ils ne soient pas dans la rue, et également une prise en charge qui prenne en compte les comorbidités psychiatriques auxquelles une partie des usagers qui fréquentent les salles de consommation peuvent être confrontés, donc des usagers qui sont les plus vulnérables, pour avoir une réelle efficacité de cette politique de réduction des risques et de ces salles de consommation, à la fois pour qu'elles soient efficaces pour la santé des usagers, mais également pour la tranquillité publique et le quotidien des riverains. Je vous remercie. Est-ce qu'on a le temps pour une question? Est-ce qu'il y a, monsieur le procureur ou maître Je n'ai pas de question, madame. Alors moi j'ai une question. Merci. Qui ne va pas porter spécifiquement sur la réduction des risques, mais en votre qualité de sociologue, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du profil social des usagers de stupéfiants de manière générale, pas de la salle de consommation en particulier? Alors là, les usagers dont on vient de parler, effectivement, sont des usagers extrêmement vulnérables. Le problème dans le débat public, c'est que la politique publique, elle est souvent pensée pour ces usagers qui sont les plus visibles, et donc pour ces usagers qui cumulent des facteurs de vulnérabilité et qui sont souvent dans des conduites problématiques et dans des conduites addictives. Mais l'usage de drogue, en fait, concerne la population dans son ensemble. Et quand on regarde les études, parfois, on voit qu'elles contredisent complètement les caricatures qu'on peut avoir sur l'usage. Par exemple, sur l'usage de drogue chez les jeunes, des études ont été faites sur les usages de drogue chez les adolescents parisiens, et on voit que les niveaux d'expérimentation de cannabis, par exemple, sont beaucoup plus élevés chez les adolescents qui habitent le 15e, le 16e et le 17e, dans les quartiers aisés, et que les niveaux d'expérimentation de cannabis sont moins élevés dans les quartiers les plus populaires de Paris, en particulier dans le nord-est parisien. En revanche, ce qui est important d'évoquer, c'est que si l'expérimentation de cannabis est plus élevée chez les jeunes des quartiers aisés, principalement pour des raisons financières, il faut avoir de l'argent de poche pour pouvoir se payer ce type de produit. En revanche, les usages problématiques qui nécessitent une prise en charge et qui peuvent être qualifiés d'addiction sont souvent, eux, plus élevés, concernent moins de jeunes des quartiers populaires. L'usage en général concerne moins de jeunes des quartiers populaires, mais par contre, ces usages sont plus problématiques parce que ces jeunes n'ont souvent pas les supports sociaux familiaux qui leur permettent d'être orientés vers le bon médecin, vers la bonne prise en charge. Donc il existe des inégalités sociales très fortes concernant la prise en charge de l'usage de drogue, mais en revanche, concernant l'usage, de manière générale, cet usage de drogue concerne l'ensemble de la population. Je vous remercie pour votre témoignage.